Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire en compagnie de Thibaut Auvergne. Merci beaucoup d'être là Thibaut. Je vais te laisser la parole dans quelques instants. On va se laisser jusqu'à 32, le temps de laisser le soin à tous les participants de nous rejoindre. Vous êtes normalement une bonne quarantaine, cinquantaine de personnes à nous suivre aujourd'hui. Là, je vois qu'on est 34. Donc, on se laisse jusqu'à 32 et on va démarrer par une petite intro et puis ensuite, on va surtout écouter notre invité du jour. Mais merci à toutes celles et ceux qui sont avec nous ce midi. Et je vous invite évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Je vois qu'on arrive à la quarantaine de participants. Je vous invite évidemment à utiliser le chat. Vous avez un bouton prévu à cet effet pour poser toutes vos questions. J'essaierai de les intégrer un peu dans le flow de mon interview avec Thibaut. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Aurélie, bonjour Anastasia. Allez, on se laisse encore quelques secondes et on démarre. Bonjour Vanessa, Christelle, Shirley. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Daria. Allez, il est 32, on démarre, c'est parti. Encore une fois, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. On a 1 heure devant nous. On va parler d'un sujet ô combien important, mais aussi parfois confusant, puisqu'on va parler du sujet des labels. Il y en a un petit peu dans tous les sens. Donc, Thibaut va venir un peu mettre de l'ordre dans tout ça et nous donner des clés de lecture pour y voir un petit peu plus clair, savoir lesquels choisir, comment les obtenir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite intro, puisque ce webinaire s'inscrit dans le cadre de l'école Indigo. Indigo, c'est l'une des écoles du groupe Maria Schools, c'est l'école de la RSE qui compte déjà parmi ses rangs de plusieurs milliers d'alumni. On est très fiers d'accompagner chaque année des centaines d'apprenants qui font le choix audacieux de réorienter leur carrière dans l'impact, dans la RSE. On propose d'ailleurs justement des bootcamps pour ces apprenants qui souhaitent se réorienter. Donc, on a 2 bootcamps qui sont proposés dans le cadre d'Indigo. Un bootcamp sur la RSE pour former au métier de responsable RSE, qui est un programme très complet sur plusieurs mois, dont je reparlerai dans un instant. Et un tout nouveau bootcamp qu'on a lancé pas plus tard que cette semaine sur la CSRD. Vaste sujet qui évidemment occupe un petit peu la place dans le domaine de la RSE, cette directive européenne qui arrive très vite. Et donc, on a créé un bootcamp dédié sur la CSRD et plus largement le reporting extra-financier. Évidemment, tous nos bootcamps sont fidèles à l'ADN pédagogique de Maria Schools, à savoir beaucoup de pratiques avec des experts comme Thibaut, par exemple. Et on propose dans le cadre des programmes également des webinaires plusieurs fois par mois pour un peu éclairer les dernières tendances de la RSE. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous mets aussi ici le programme du Bootcamp RSE. Comme je vous l'ai dit, c'est un programme très complet où on voit vraiment le avant, pendant, après la formalisation d'une stratégie RSE avec des sujets incontournables comme évidemment tout le cadre réglementaire à maîtriser, des sujets comme l'analyse de matérialité, le bilan carbone. Et on vient aussi adresser des verticales incontournables sur l'économie circulaire, sur l'inclusivité et j'en passe, mais aussi un enjeu clé en matière de RSE, à savoir la sensibilisation et la conduite du changement. On a la chance d'avoir parmi nous des formateurs et intervenants du terrain qui viennent intervenir tout au long du programme. Pour celles et ceux qui sont intéressés, on a une prochaine promotion qui démarre le 10 mars prochain. Donc, n'hésitez pas à contacter Cyrine. Vous avez ici ses coordonnées ou que vous pourrez retrouver évidemment sur le site. Avant de laisser Thibaut se présenter, simplement, si celles et ceux qui sont intéressés par se former à la RSE, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Thibaut, merci encore d'être parmi nous. On va parler d'un sujet qui est vraiment important et passionnant, en tout cas en ce qui me concerne. Je commence par une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup à toute l'équipe Indigo pour l'invitation aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Et bah, du coup, donc moi, je suis Thibaut, je suis consultant RSE.
J'ai toujours travaillé en fait dans la RSE, donc depuis ma fin d'études, ça fait une dizaine d'années maintenant. Petit coup de vie au passage, et du coup, j'ai pu travailler dans différentes, types d'organisations, notamment des structures qui sont dans l'agroalimentaire bio, plus récemment dans la communication et du coup depuis, fin 2023, je travaille en tant que consultant, indépendant. Donc je partage mon temps pour du conseil aux entreprises, plutôt des TPE, PME, mais de plus en plus des ETI aussi, et des interventions, en école supérieure. Je vous ai mis quelques exemples sous les yeux, notamment l'ESP qui est une école, de communication avec qui je travaille depuis, 3 ans. Et puis du coup, je travaille parfois en solo et puis parfois en partenariat aussi avec des structures à impact, notamment un cabinet de conseil sur, Lyon puisque je suis lyonnais, qui s'appelle Popeyes. Hier, j'ai fait une intervention avec, Make Sense. Enfin voilà, ça peut être, plein de supers acteurs, de la RSE et de l'impact. Merci beaucoup, Thibaut. C'est très clair. Alors, évidemment, quand on parle de label, la première question qu'on se pose, c'est d'essayer de comprendre un petit peu la différence entre toutes les appellations qu'on peut retrouver. On parle de label, de certification, de normes. C'est peut-être un peu, Mmh. parfois un peu déroutant. Est-ce que, première question pour toi, tu peux nous donner un petit peu des clés de lecture pour un peu faire le tri entre toutes ces appellations et nous faire un peu un topo global sur qu'est-ce qu'un label et pourquoi aller le chercher? Ouais, carrément, on va se lancer. Effectivement, aujourd'hui, on a plein de choses à raconter sur les labels RSE. J'avoue qu'en 1 heure, un peu moins même, c'est un défi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, je vais essayer de synthétiser tout ça. Du coup, pour répondre à ta question, je vais repartir de la question principale, du coup, du webinaire, qui était: «Est-ce que les labels RSE, c'est un avantage stratégique pour les entreprises qui travaillent dessus, qui les obtiennent?» Et du coup, ma réponse, c'est oui. Clairement, c'est un avantage, stratégique et les labels RSE, c'est hyper intéressant pour vous différencier et créer, plein d'impacts positifs par rapport à votre marque ou votre entreprise. Voilà. Un grand merci du coup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Bien C'était sûr, court. bien sûr, bien sûr, on va développer un petit peu plus, c'est pour voir si vous étiez toujours attentif. Donc effectivement, on va commencer par, reparler un peu de la différence entre label, norme, certification. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On verra quelques exemples. Alors évidemment, on a 45 minutes à peu près et pas 45 heures, donc je vais donner peut-être 3 exemples, mais ce ne sera pas une liste exhaustive. Vous savez que des labels RSE, maintenant, il y en a plein dans tous les sens, comme tu l'as dit en introduction, donc on ne pourra pas tous les voir. Et puis, ensuite, pour terminer, on verra, quelles sont les bonnes raisons, enfin, pourquoi obtenir en fait un label RSE? Qu'est-ce que ça va apporter principalement à votre entreprise? Quelques erreurs à pas commettre aussi, si je peux vous donner quelques conseils là-dessus. Et à la fin, on verra, comment on fait maintenant qu'on veut se lancer sur un label RSE, c'est quoi les premières étapes? Donc du coup, pour répondre à ta première question, effectivement, un label RSE, c'est quoi? Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que c'est un pur outil RSE. Pourquoi? Parce que la RSE, il faut se rappeler que c'est volontaire. Donc on va chercher à aller plus loin que, ce que nous demande la réglementation. Donc respecter la loi, c'est très bien, il faut le faire, c'est un très bon début. Mais si vous ne faites que respecter la loi, vous ne faites pas de la RSE. Exemple, si, vous avez, une enseigne de fast-food qui vous dit: «Je suis formidable en RSE parce que j'ai enlevé toute la vaisselle jetable de mes restaurants». Non, en fait, ils ont juste, répondu à la loi, ils ont respecté la réglementation, mais ils ont pas fait de la RSE, ils sont pas allés plus loin. OK? Donc la RSE, c'est aller plus loin que la réglementation et du coup, un label, en fait, par définition, c'est un outil volontaire. Il y a aucune loi qui va vous demander: «Aujourd'hui, entreprise, ayez ce label RSE, c'est obligatoire». C'est vraiment une décision, des dirigeants de l'entreprise de se lancer sur une démarche de certification, de label et cetera. La petite, subtilité qu'on peut dire, c'est que parfois un label RSE, il peut être, OK, peut-être volontaire, mais un peu imposé par le marché aussi. Typiquement, vous avez de plus en plus de fournisseurs, de grandes marques. En tout cas, vous avez des grandes marques qui demandent à leurs fournisseurs, en fait, voilà, là, on est en 2025, d'ici 2028, par rapport à notre politique d'achat responsable, on veut que tous nos fournisseurs, stratégiques aient, un label RSE. Voilà, ça sera obligatoire pour, passer des marchés avec nous et pour maintenir le business avec nous. Donc là, du coup, c'est pas tout à fait, réglementaire, mais, c'est un peu imposé par les relations que vous allez avoir avec certains clients. Donc pour ce qui est de la distinction label, norme et certification, on peut retenir, en tout cas ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a différents niveaux d'exigence. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que, on n'a pas forcément trop le temps. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que, le plus haut niveau d'exigence, c'est, la norme.
La norme, c'est un outil qui est souvent, en fait, négocié au niveau, international pendant, des années. Donc c'est des textes qui sont assez poussés et on ressort du coup à la fin une norme, qui peut être applicable partout dans le monde. Donc typiquement les outils comme une norme ISO, donc vous avez certainement déjà entendu parler des normes ISO. En fait, c'est des textes, des cahiers des charges qui sont travaillés par plein d'experts pendant longtemps, et ensuite qui peuvent être appliqués dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle industrie. Donc là, je vous ai mis l'exemple de l'ISO 14001, peut-être que certaines d'entre vous la connaissent. C'est, la norme, pour, le système de management de l'environnement. Donc a priori, si vous êtes une entreprise qui a envie de travailler particulièrement, sur sa gestion de l'énergie, des déchets, de ses émissions de CO2 ou ses pollutions, l'ISO 14001, il est vraiment fait pour ça, donc faut pas, hésiter à se lancer là-dessus. De façon un peu classique, on peut considérer que dans la RSE, il y a un peu 3 ISO, on va dire de base, sur ces sujets RSE, donc l'ISO 14001 en fait partie. On a l'ISO 45001 qui est autour de la santé et la sécurité au travail, qui peut être particulièrement utile, par exemple, pour les entreprises avec des métiers un peu à risque. Je pense à l'industrie ou au secteur du bâtiment. Et puis, on peut avoir aussi l'ISO 50001 qui est sur la gestion de l'énergie. Donc là, c'est vraiment un peu les basiques. Évidemment, il y en a plein, plein, plein d'autres sur l'éco-conception, sur plein de choses, mais c'est un peu ça les plus connus. Ensuite, on a les certifications. Donc, là, les certifications, pareil, ça peut être applicable pour une entreprise ou pour un produit. Donc là, je vous ai mis, l'exemple de AB, donc là, peut-être que certains ont eu le réflexe, peut-être l'ont reconnu, c'est pour agriculture biologique. Donc là, c'est un exemple de certification, destinée aux entreprises qui vendent des produits biologiques et ensuite, bah, les produits vendus sont eux aussi certifiés, bio. Donc là aussi, on est plutôt sur un assez haut, niveau d'exigence. C'est pas forcément des textes qui sont des cahiers des charges, travaillés pendant des années avec, plein d'experts au niveau international, mais ça reste quand même assez solide. Les labels, c'est un petit peu plus, comment dire? Aléatoire. On peut avoir des labels RSE qui sont extrêmement exigeants, hyper poussés, hyper intéressants, et d'autres qui sont, on va dire, plus accessibles, plus débutants, voire parfois même un peu légers, si on peut dire ça comme ça. Donc il faut un peu se méfier parce qu'effectivement, on peut avoir des très, très bons labels et d'autres, qui sont un peu plus discutables. Là, je vous ai mis l'exemple d'un bon label RSE qui est assez connu en France, qui s'appelle, Lucie 26000, et qui a été, créé par, l'agence Lucie. La petite distinction que je rajoute avant de passer à la suite, sur les labels, on peut se dire qu'il y a des labels qui sont généralistes et d'autres qui sont sectoriels. Donc évidemment, par définition, généraliste, bah, c'est des labels RSE que tout le monde peut, travailler, enfin n'importe quel type d'entreprise peut travailler dessus. Donc ils vont être peut-être un peu plus connus. Par contre, les labels sectoriels, eux, vont être un peu moins connus, on va dire, du grand public ou de différents types de secteurs d'activité. Par contre, ils vont être justement plutôt connus par les professionnels de ce secteur. Donc ils vont donner, une posture d'expertise à l'entreprise et je vais donner, juste après quelques exemples et dans ces exemples, il y aura un label, sectoriel. Donc voilà, après à vous de vous poser la question, si vous voulez mettre en place un label RSE, bah, est-ce que mon objectif, c'est un peu de parler à tout le monde, et d'utiliser un outil qui est assez reconnu? Ou plutôt de trouver un label RSE spécifique, à, mon secteur d'activité et qui du coup, a priori, va me poser des questions, va me demander des indicateurs qui sont pertinents par rapport à mon activité et qui sont pas, voilà, je vais pas avoir le même label RSE que l'entreprise d'à côté qui fait, une activité complètement, différente. Si ça vous va, je peux passer aux exemples. Donc j'en ai 3. Donc c'est plutôt des démarches que moi je connais pas mal, sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Évidemment, j'aurais pu choisir plein, plein d'autres, démarches de certification, mais du coup, je voulais commencer par, bah, un label qui n'est pas en fait, vraiment un label, puisque c'est, EcoVadis. Donc peut-être que vous l'avez déjà, vu passer parce qu'il commence à être assez reconnu. Donc c'est pas un label, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas vraiment d'audit, c'est plutôt un outil d'évaluation RSE, qui va, on va en parler, s'adapter, au contexte de chaque entreprise. Il est, bah, à connaître parce que déjà il est français, donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a un outil, RSE, hyper, bien construit, connu partout dans le monde qui est français. Au passage, c'est une licorne, bah, licorne, je pense que vous savez, mais c'est du coup, une start-up ou une jeune entreprise, la plupart du temps dans la tech, qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Il y en a pas des centaines, des licornes françaises, donc on peut se dire que, ouais, EcoVadis, c'est vraiment un outil qui, entre guillemets, «a percé», puisque comme vous pouvez le voir juste en dessous, il y a plus de 100 000 entreprises aujourd'hui qui l'utilisent, dans 175 pays. Donc là, on n'est vraiment pas sur le petit label RSE de niche que personne connaît, c'est vraiment un outil, qui commence à être très, très reconnu partout dans le monde.
Lui, il est intéressant parce qu'en fait, il regroupe un peu les 2 qualités enfin, les 2 aspects que j'évoquais juste avant. Il est généraliste parce que c'est un outil qui peut être utilisé par n'importe quel type d'entreprise, peu importe son secteur, sa taille et cetera. Mais quelque part, il est aussi un petit peu sectoriel puisqu'en fait, le questionnaire d'évaluation, il va s'adapter, à votre profil d'entreprise. Donc il va vous poser, quelques questions au départ de votre nombre de collaborateurs, votre secteur d'activité de façon un peu précise, et dans quel pays vous opérez et en fonction de vos réponses, vous n'allez pas avoir le même questionnaire. Donc si moi, je suis une agence de com de 15 personnes en France, je vais pas du tout avoir le même questionnaire que si je suis un fabricant de meubles, aux États-Unis, qui, emploie 3 500 personnes. OK? Ça sera pas du tout les mêmes enjeux et pas le même barème. Donc ça, EcoVadis l'a intégré et du coup, c'est plutôt pratique. EcoVadis, en fait, il est utilisé principalement, on va dire, pour valider sa démarche RSE, et sa maturité RSE auprès de ses clients plutôt grands comptes. Et du coup, ça va être un outil pas mal utilisé aussi lors des appels d'offres. Donc c'est assez enfin, plutôt orienté B2B quand même. Il est aussi utilisable si vous avez une marque en B2C, mais c'est quand même plutôt fait pour le B2B. Comme je te disais tout à l'heure, il y a pas vraiment d'audit, c'est une évaluation qui se passe en ligne et du coup, en fait, vous devez répondre à un genre de QCM sur des thématiques de la RSE, donc le social, l'environnement, les achats responsables, l'éthique et cetera et en fait, à chaque fois, vous devez, répondre aux questions et envoyer des preuves, de vos réponses. Donc c'est-à-dire des documents, des processus, des politiques, des preuves d'action et surti aussi beaucoup des indicateurs. Donc des chiffres qui montrent que, vous suivez certains, sujets sociaux, environnementaux notamment. Et une fois que vous avez répondu à tout ça, l'évaluation peut se faire, à distance. Donc c'est vraiment un outil qui est assez pratique, que tout le monde peut, sur lequel tout le monde peut travailler et donc il n'y a pas de barrière particulière. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a différents niveaux de maturité à la fin. Donc on vous pouvez le voir à l'image, en fait, il y a 4 médailles. Donc si vous en fonction de votre score et même plutôt de votre classement, on va dire, d'entreprise par rapport aux autres, vous allez être, plus ou moins récompensé. Donc soit par une médaille de bronze, d'argent, d'or ou de platine. Et donc c'est un petit peu aussi, on va dire, une forme de gamification puisque, une fois qu'on a atteint le niveau argent, l'objectif d'après, c'est d'atteindre le niveau or et cetera. Donc voilà, un outil plutôt bien pensé mais qui n'est pas tout à fait un label. Donc je vous propose qu'on passe maintenant à un, entre guillemets, «vrai label». Là aussi, je pense que vous en avez déjà pas mal entendu parler, donc on parle du label B Corp. En fait, B Corp, ça a été fondé par une ONG américaine, dont l'objectif était de se dire, une entreprise qui met en place des bonnes pratiques en termes de RSE, imaginons qu'elle change de direction, donc qu'il se passe quelque chose dans son contexte qui fait que, la RSE n'est plus la priorité, il faudrait quand même que ça perdure dans le temps. Il faudrait que ces engagements, ils soient un peu, ancrés et que, ça ne disparaisse pas, à la moindre difficulté. Et du coup, la vocation de ce label-là, je pense que vous avez déjà entendu parler, de l'entreprise à mission, des raisons d'être et cetera. C'est un petit peu la même logique. En fait, là, le but de B Corp, au-delà d'être un label qui pose plein de questions, on va le voir sur plein de sujets RSE, c'est de se dire, en fait, vous, entreprise, réfléchissez à une mission, qui soit, du coup, responsable, que vous pourriez intégrer officiellement dans vos statuts juridiques. Donc en gros, je sais pas si je suis, entreprise de l'agroalimentaire, mon objectif, ça va pas être de vendre le plus de yaourts possible, mais plutôt de se dire: voilà, mon objectif en tant qu'entreprise responsable, ça va être de proposer des recettes, les plus, nutritionnellement, équilibrées possibles, en, développant ma gamme bio, mes pratiques, d'agroécologie et en rémunérant mieux mes agriculteurs et fournisseurs. Je vous ai fait un truc un peu à rallonge, mais en gros, voilà, ça pourrait être un exemple de comment une entreprise intègre officiellement, cette vocation-là dans son activité. Donc, après ça change un petit peu aussi, le business model et la façon, de voir les choses de la part de cette marque. Ce qu'il faut retenir avec B Corp, c'est qu'il est vraiment, très, très engagé. Il va pousser les entreprises à beaucoup de transparence, beaucoup de robustesse sur ses documents, sur ses indicateurs. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur B Corp, ça remonte à il y a 8-9 ans, encore un coup de vieux. Mais à l'époque pour, la première entreprise en fait d'agroalimentaire française qui a été certifiée. Et franchement, je vous assure que même en ayant fait un bilan carbone, en ayant une bonne part de son chiffre d'affaires sur du bio et du commerce équitable, en ayant plein de bonnes pratiques, et atteindre B Corp, c'était pas rien. Franchement, le score à atteindre minimum, il est assez exigeant. Et du coup, si votre entreprise, elle a pas ce qu'ils appellent un business model à impact, c'est vraiment très compliqué. Business model à impact, je vous donne un exemple très, très rapide. Si vous êtes un fournisseur d'énergie,
classiques, ça risque d'être un peu compliqué. Si vous êtes un fournisseur d'énergie renouvelable, et ben, en fait, vous êtes considéré comme business model à impact parce que dans le cœur de votre activité, c'est déjà responsable. Donc en fait, voilà, ça va venir, on va dire, valoriser, récompenser les entreprises qui ont, j'aime pas trop cette expression, mais la RSE vraiment au cœur de leur ADN, qui sont hyper, engagés et qui ont plein de preuves à présenter. Voilà. Donc il est très exigeant, mais il est quand même très bien, réputé et au-delà de ça, une fois que vous êtes labellisé, vous avez accès à toute une communauté, d'entreprises qui sont labellisées et du coup, avec pas mal d'échanges de bonnes pratiques, de sensibilisation, de formation et cetera. Donc voilà, c'est plutôt, au-delà du label, une communauté qu'il est intéressant de rejoindre. Si en cours de route, je vais trop vite, qu'il y a des questions, que vous comprenez pas un truc, évidemment, n'hésitez pas à utiliser le chat, pour nous signifier tout ça. Et Thibaut, justement, on a quelques questions. Ça fera Vas-y. la transition avant les suivantes. La première question de Christelle qui nous demande si, en termes de label engagé RSE, AFNOR est moins bien que Lucie. Est-ce qu'il y a finalement J'ai pas forcément de classement dans ma tête pour me dire Afnor est mieux que Lucie ou l'inverse. Il faudrait voir dans le détail, est-ce que c'est, on va dire, le plus adapté à votre contexte? On en parlera à la fin du webinaire, mais c'est un peu ça la question qu'il faut se poser. Alors, il n'y a pas forcément un seul label, créé par l'AFNOR, on va en parler juste après dans la slide. Donc je ne saurais pas exactement, vous dire, mais en tout cas AFNOR, enfin, c'est un organisme qui est très reconnu, sur le sujet, donc il y a pas de sujet. Et le label Lucie, pareil, donc pour moi, c'est plutôt des labels de qualité dans tous les cas, donc il y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. très clair? Donc effectivement, pas forcément je dirais de label meilleur que l'autre. Sylvain demande si c'est OK de prescrire EcoVadis lorsqu'on fait du conseil. Quand on est une entreprise de conseil, c'est ça? Ouais, Sur Ecovadis? un cabinet de conseil, ouais. Ouais, ouais, ça peut complètement, je pense que ça peut être aussi un bon moyen. Alors après, ça dépend. Si on est une entreprise de conseil en RSE, ça peut être intéressant, mais c'est peut-être pas forcément ça qui va vous différencier. Parce que plein d'autres cabinets conseil RSE, soit déjà avec un bon score, voire même ont un autre label un peu plus, on va dire exigeant. Maintenant, si vous êtes un cabinet de conseil, on va dire, pas forcément sur la RSE, mais sur d'autres enjeux, oui, complètement, ça peut être un très bon outil pour structurer sa démarche, ouais. OK, super. C'est tout bon côté question du public. Cool, super. Du coup, bah, je vais passer à mon dernier exemple, qui est donc le label Agence Active. Donc c'est ça l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure de label sectoriel, puisqu'il est dédié aux agences de communication. Et pour le coup, c'est un label qui a été co-construit par l'AFNOR justement, et par l'AACC, donc l'Association des agences conseil en communication. Donc là, on est vraiment sur un outil qui est dédié à un certain type d'entreprise dans un secteur d'activité en particulier. Donc là, si vous êtes une agence de com, peu importe si vous faites du print, du web ou autre chose, vous pouvez tout à fait travailler sur ce label-là. Pourquoi il est sectoriel? Ben, parce qu'en plus des thèmes un peu classiques que sont les ressources humaines, l'environnement, la gouvernance, vous avez un chapitre, enfin un thème, qui s'appelle réalisation des prestations, et dont les questions vont vraiment être orientées sur comment vous avez intégré des principes de RSE dans votre activité autour du print, comment vous avez intégré ça dans le web, comment, voilà. Et donc en fait, sur vraiment les métiers, qu'est-ce qu'on a mis en place pour rendre cette activité, notre business finalement plus responsable. Donc ça, c'est une partie qui est plutôt intéressante parce qu'on est vraiment pas uniquement en surface, mais on va aller voir au cœur de l'activité de l'agence, qu'est-ce qui s'est passé pour rendre l'activité plus durable. Ce qui est intéressant aussi avec ce label à souligner, c'est qu'il est basé sur le principe de l'auto-évaluation. Ça, justement, typiquement, la FNOR, ils sont assez, comment dire, ouais, moteurs, enfin, favorables à ce principe de l'auto-évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, si je fais agence active, je vais devoir répondre à une vingtaine de questions. Et sur chaque question, l'AFNOR a déterminé un niveau de maturité. Donc, par exemple, s'il y a une question sur le climat, mettons, qui est notée de 1 à 4, en fait, niveau 1, c'est j'ai commencé à mettre en place quelques petites actions, mais rien de très structuré. Niveau 2, j'ai commencé à mesurer mon impact. Niveau 3, j'ai commencé à mesurer mon impact et en plus de ça, j'ai vraiment une feuille de route assez poussée pour diminuer mes émissions de CO2, et cetera, et cetera. Donc, plus je vais avancer en termes de score d'auto-évaluation, plus ça veut dire que je vais avoir de la maturité. Sauf que c'est à moi, entreprise, de déterminer, en fonction de ce qu'on me présente comme élément dans le label, de me dire, bon, ben moi là, j'ai l'impression que je me situe plutôt au niveau 2.
sur telle thématique plutôt niveau 3, et cetera, et cetera. Donc après, une fois que j'ai répondu à ce questionnaire d'auto-évaluation, évidemment, je dois prouver pourquoi j'ai répondu, par exemple, sur le climat, si j'ai mis niveau 3 sur 4, les évaluateurs, ils vont s'attendre à ce que j'ai quand même de la matière à présenter, des indicateurs, des actions, des politiques pour montrer que je mérite, entre guillemets, mon niveau 3. Et donc, je vais devoir, bah, évidemment, écrire un texte explicatif et envoyer des preuves, des documents et des chiffres, aux évaluateurs pour montrer que, le score que je me suis attribué est le bon. Donc je trouve que c'est plutôt un concept intéressant parce que ça pousse une entreprise à prendre du recul sur ce qu'elle fait, de bien ou ses points de progression, déjà avant d'avoir le résultat du label. Donc c'est plutôt intéressant pour, notamment quand on débute un peu dans cette démarche, qu'on a envie de se challenger, ça peut être un bon moyen de se remettre les idées un peu au clair sur ce qu'on fait de bien ou de moins bien. Voilà, donc c'était les 3 exemples que j'avais envie de vous présenter. Évidemment, j'aurais pu en citer plein d'autres, mais il fallait qu'on garde du temps pour la suite de la presse et pour se laisser peut-être un petit temps de questions-réponses après. Normalement, si vous avez écouté, vous allez être capable de répondre super vite à ce petit jeu, donc je vous le mets à l'écran. Le but du jeu, c'est de me faire le lien entre, bah, les 3 démarches de labellisation qui est à gauche et leur, définition, sur la droite. Donc là, théoriquement, en une demi-seconde, vous devez avoir déjà les bonnes réponses, donc ça va se jouer à celui qui répond le plus vite. Christophe, tu me dis qui répond en premier et on leur enverra des chocolats ou je sais pas. Exactement, pour bien commencer l'année. Pour l'instant, j'ai pas de retour sur le chat, mais effectivement, le quiz n'est pas très compliqué si vous avez bien suivi. Alors, EcoVadis, c'est plutôt un label RSE pour les agences de com, une plateforme d'évaluation. Effectivement, donc je vois la réponse de Virginie qui dit qu'EcoVadis, c'est une plateforme d'évaluation complètement. Bicorp, est-ce que c'est le label RSE des agences de com ou le label ultra exigeant? Oui, c'est ça. Voilà, on a Virginie, Cécile et Daria, on a toutes les bonnes réponses, Thibaut. Allez, bah, on sait à qui envoyer les chocolats. Parfait. Voilà. Bien joué à vous. Bon, nickel. On va passer du coup à la partie d'après où je voulais bah, représenter peut-être que si on a des responsables RSE parmi nous, vous savez que un des grands enjeux de ce métier, c'est d'aller convaincre en interne notamment sa direction, d'avancer sur tel ou tel projet. Et du coup, peut-être que vous avez besoin d'arguments en plus sur bah, pourquoi il faudrait qu'on obtienne un label RSE. Donc on va en parler et puis aussi quelques erreurs à ne pas commettre. Donc pourquoi obtenir un label? Je vous ai fait un petit top 5 des bonnes raisons sur pourquoi c'est intéressant. La première, bah, se challenger. On peut considérer que la carotte, donc ici le label, est plus motivant que le bâton, qui là serait la réglementation. En fait, quand on est une entreprise et qu'on choisit volontairement d'aller vers un outil RSE, généralement, il y a une meilleure énergie, il y a une meilleure motivation et un objectif un peu plus sympa que quand c'est une réglementation qu'on n'avait pas forcément anticipée en plus de ça, qui nous tombe dessus, on se dit: «Ah mince, je dois y répondre», voilà, c'est un peu moins fun. Le label, il y a un côté un petit peu, j'ai envie voilà, de nous challenger et ça peut être plutôt intéressant, notamment quand on travaille en équipe, là-dessus. La deuxième raison pour laquelle c'est intéressant d'obtenir un label, bah, en fait, c'est, donc on l'a évoqué avec le label Agence Active, mais c'est pareil pour tous les autres. Un label, ça permet aussi beaucoup de se structurer. Ça donne, par les questions qui sont posées ou le cahier des charges, beaucoup d'idées. Ça permet aussi de prioriser. Et donc c'est un outil qui va être hyper intéressant, sur lequel s'appuyer pour construire sa démarche de RSE. C'est pas forcément: «Je construis ma démarche de RSE et une fois que j'ai terminé, je vais aller faire un label». Les 2 peuvent et je dirais même doivent se faire en parallèle parce que les 2 vont se nourrir. Et du coup, ben, le fait d'avoir un label sous les yeux, ça va permettre de se dire: «Ah ouais, en fait là, cette partie-là, j'y avais pas pensé. Ils sont en train de me poser une question où en fait on n'a rien mis en place, voilà, il faut que je m'en occupe». Donc en fait, un label, ça permet d'avoir cette vision un peu SWOT, de révéler les forces et les faiblesses et de prioriser ses actions. Autre chose, bah, ça permet évidemment de rentrer dans un process d'amélioration continue, notamment si jamais vous travaillez sur des normes ISO, c'est complètement, le principe des normes ISO, c'est l'amélioration continue. Donc on va aller s'inscrire dans une démarche de progrès à court, moyen et long terme. On va en reparler un petit peu juste après, mais le but du jeu, c'est pas d'avoir un label une fois et de s'arrêter, c'est vraiment de continuer à s'améliorer, audit après audit. 4e raison pour laquelle obtenir un label, bah, évidemment, c'est un booster de réputation.
Un label RSE, il va être positif pour votre image, pour votre marque employeur et du coup améliorer votre réputation auprès de vos parties prenantes clés. Je n'ai pas trop insisté sur les parties prenantes pendant ce webinaire, mais pour moi, c'est vraiment, la base de la RSE, c'est connaître ses parties prenantes, connaître leurs attentes et essayer d'y répondre. Et du coup, bah, les parties prenantes clés, évidemment, ça va être les salariés, les fournisseurs, les partenaires, les consommateurs, les clients. Et les clients, eh ben, j'y viens avec la cinquième raison. Avoir un label RSE, ça permet de gagner des clients. Je pourrais presque même dire de ne pas en perdre, parce que ça va permettre de rassurer certains clients sur votre maturité RSE, d'accéder potentiellement à un marché ou de gagner des appels d'offres, parfois même se créer du réseau. Mais vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, on a un phénomène là depuis quelques années où, notamment dans les appels d'offres, en fait, avant, le critère RSE était vu un peu comme un nice to have. Donc, c'est-à-dire si vous aviez typiquement un EcoVadis ou un label, bah, c'était bien, on voyait ça positivement, mais c'était pas forcément une priorité. Là, de plus en plus, ça devient des enjeux qui sont de plus en plus scorés dans les appels d'offres et ça peut même parfois être une porte d'entrée ou de sortie si on l'a pas. C'est-à-dire que moi, j'ai pu travailler dans un groupe où on travaillait avec des multinationales, des grandes marques, des grands groupes et clairement, en, on va dire, 2019-2020, on nous disait, label RSE, OK, c'est bien, et après, sur les années qui ont suivi, jusqu'en 2023 quand j'y étais à la fin, on avait certains clients qui nous disaient: «Bah, si vous n'avez pas ce label RSE, si vous n'avez pas cette démarche, si vous n'avez pas EcoVadis, c'est même pas la peine de participer à l'appel d'offres. On ne regardera pas votre proposition». Donc vraiment, là, c'est en train de switcher vers un must have, pour pas mal de secteurs d'activité et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient épargnés. Donc ça, c'est clairement un argument qui va vous aider à convaincre en interne, notamment si votre direction est pas forcément ultra branché RSE, mais qui voit plutôt les choses au niveau, bah, stratégie commerciale et cetera. Là, vous pouvez clairement leur parler de ça. Et du coup, et ben, les erreurs à ne pas commettre, j'ai retenu un petit top 3 de ce qu'on ne veut pas voir autour du sujet des labels RSE. La première chose, c'est, viser la lune. Ça ne me fait pas peur et là, vous me remerciez tous et toutes de vous avoir mis cette chanson dans la tête pour tout l'après-midi. Pourquoi viser la lune? Bah, parce qu'en fait et pourquoi ça devrait vous faire peur surtout? Parce qu'en fait, quand on veut, parfois mettre en place un label RSE, on imagine tout de suite les choses en grand, et on va aller super vite avoir le meilleur label RSE pour demain matin. Sauf que moi, si vous venez me voir et que vous me dites: «Thibaut, on n'a jamais structuré, de démarche RSE pour l'instant, mais notre objectif, c'est d'être bicorp avant la fin de l'année», vous allez pas aimer ma réponse. Vraiment, je pense qu'il vaut mieux pas venir me voir et me dire ça, parce que c'est juste pas faisable. Il faut vraiment être, on va dire, objectif, sur, son contexte, sur ses objectifs, sur ses moyens aussi, et ne pas brûler les étapes, mais de choisir un label qui soit adapté, justement à son contexte et de réfléchir peut-être plus en mode parcours. C'est-à-dire, bah, dans un temps 1, là, je vais utiliser cet outil d'évaluation ou ce label pour structurer ma démarche, pour me challenger, pour faire un test, pour voir ce que ça donne. Peut-être que dans un temps 2, en 2026, mettons, je vais m'attaquer à quelque chose d'un peu plus, construit, peut-être éventuellement un label sectoriel, pourquoi pas? Et si jamais, les choses prennent et qu'il y a un engouement autour de la RSE dans votre, entreprise et que vous souhaitez absolument avoir Bicorp, bah, pourquoi pas, l'imaginer, à moyen long terme. Mais voilà, il faut vraiment essayer de structurer quelque chose sur le moyen long terme et de pas se dire: «On va atteindre, super label hyper exigeant, dans 3 mois» parce que c'est juste, pas du tout réaliste. 2e erreur à pas commettre, le label, c'est pas une fin en soi. Je l'ai un peu évoqué juste avant, mais parfois la tentation peut être grande de se dire: «Bah, j'ai obtenu mon label, c'est bon, j'ai gagné, je peux m'arrêter». En fait, non. Obtenir son premier label, c'est un peu comme le premier ravitaillement, mais après derrière le marathon, il est pas terminé. Il faut continuer la course, il faut continuer l'amélioration continue et le but du jeu, c'est qu'aussi, il y a pas mal d'outils, notamment EcoVadis, mais aussi d'autres labels, qui augmentent, on va dire, leur niveau d'exigence année après année. Donc si vous vous reposez sur vos lauriers et vous faites rien, potentiellement, ça peut être, un problème pour, vos audits, futurs. 3e erreur à pas commettre, se jeter trop de fleurs. Alors après, je suis d'accord qu'il faut, bah, célébrer les victoires, communiquer positivement quand on obtient un label RSE, c'est juste normal. Mais attention à pas trop en faire non plus et à se croire parfait juste parce qu'on a obtenu un label. Vous avez sûrement beaucoup, déjà entendu parler de greenwashing. Attention à pas faire du label washing et se dire: «Voilà, maintenant c'est bon, j'ai un label à afficher, donc il peut plus rien m'arriver, je suis parfait en RSE». Non, c'est pas ça le but du jeu. Il faut rester, humble,
quand même se satisfaire de cette étape qui a été passée si vous obtenez un label RSE, pas de problème. Mais toujours se dire, bah, qu'est-ce que maintenant je peux travailler pour continuer à m'améliorer. Et du coup, ben, j'arrive dans pas longtemps à ma conclusion, enfin, maintenant à ma conclusion. Ça y est, vous vous dites, grâce à ce webinaire, je suis convaincu, je vais me lancer sur un label RSE dans mon entreprise. Bon, bah, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça se passe bien? Hop. La première question à se poser, je pense, c'est comment je choisis le label. Donc là, il va falloir se poser, se même reposer plusieurs fois la question du pourquoi. Pourquoi je veux mettre en place un label RSE? Quels sont mes objectifs avec ce label? Est-ce que c'est progresser en interne? Est-ce que c'est m'adresser et envoyer un message positif à une partie prenante externe? Est-ce que c'est pour voilà, travailler en particulier le pilier environnemental, le pilier social? Vraiment se poser la question plein de fois de pourquoi je veux le mettre en place? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça doit m'apporter? Et quelles sont les raisons qui font que je veux l'obtenir? Donc ça, c'est un premier point important. En parallèle de ça aussi, avoir bien conscience de ces contraintes. Contraintes en termes de temps. Donc, est-ce que j'ai, moi personnellement ou d'autres personnes, dans l'entreprise, dans l'équipe, du temps à y consacrer? La contrainte liée à l'argent, donc c'est-à-dire au budget, parce on l'a pas forcément évoqué, mais, en fonction de l'outil que vous choisissez, c'est pas du tout le même budget. Typiquement entre Ecovadis et Bicorp, on n'est pas du tout sur les mêmes montants, donc ça aussi, il faut en avoir conscience. Et puis aussi, la contrainte de la complexité. Je reviens un peu sur le point que j'évoquais juste avant, ne pas se lancer dans un truc ultra exigeant avec des centaines de questions, parce que Bicorp, c'est ça, hein, par exemple, c'est plus de 300 questions, plein d'indicateurs à renseigner si, on n'a rien formalisé en interne. Donc, là, il y a vraiment tous ces enjeux, toutes ces contraintes qu'il faut avoir en tête pour choisir le bon niveau de label. Ensuite, bah, effectivement, se poser beaucoup de questions sur, mes parties prenantes. Qui sont mes parties prenantes? Quelles sont leurs attentes? Est-ce que je suis une marque qui fonctionne en B2B, en B2C? C'est quoi mon implantation géographique? Mes actionnaires ou mes investisseurs, quelles sont leurs attentes aussi? Mes clients ou mes consommateurs, mes cibles, bah, c'est quoi leur profil? Et du coup, potentiellement, qu'est-ce qu'ils vont vouloir, qu'est-ce qu'ils vont attendre de moi en termes de RSE? Toutes ces questions-là sont hyper, hyper importantes à se poser, mais dès le début, parce que ça va vous faire gagner un temps considérable par la suite, et aussi en termes de communication sur vos accomplissements, on va dire, en termes de RSE. Ça va être un travail hyper important à faire dans tous les cas. Et puis, je pense que c'est hyper important aussi de se dire que la RSE, c'est pas un sujet de quelqu'un tout seul en entreprise, dans son coin, qui réfléchit au climat et machin. Il faut le plus possible se mettre en lien avec d'autres parties prenantes internes. Et du coup, bah, dès le départ, pour moi, cette réflexion autour du choix du label, il faut se mettre en équipe avec des potentiels contributeurs autour du label parce que, voilà, typiquement, on a parlé de la dimension sociale. Là, je vais être obligé de travailler avec les ressources humaines. C'est clairement, leur métier. Donc réfléchir un petit peu à quelle partie prenante serait intéré enfin, ce avec qui il serait intéressant de travailler, mais aussi ceux et celles qui vont bénéficier de ce label. Donc là, je pense plutôt, au marketing ou au commerce, et du coup, de monter un petit groupe de réflexion pour se dire: «OK, on se lance sur un label RSE, comment on va pouvoir travailler ensemble autour de ça?» Et ensuite, une fois qu'on l'obtient, comment on va pouvoir, voilà, communiquer dessus, le vendre, diffuser, ce qu'on a fait à nos clients ou nos consommateurs. Donc pour moi, ça, c'est une réflexion vraiment collective qui doit se faire avec d'autres contributeurs et pas juste la personne qui s'occupe du sujet RSE, qui pense à ça tout seul dans son coin, qui fait valider par la direction et ça s'arrête là. OK, donc ça, c'est comment je choisis. Deuxième question, une fois que j'ai choisi et que je me lance sur le label RSE, c'est quoi les premières étapes? Donc effectivement, je rebondis sur ce que je viens de dire. Pour moi, travailler sur un label RSE, c'est vraiment un sujet collectif. Donc une fois qu'on sait qu'on va se lancer, pour moi, il faut faire valider avec la direction ou avec le management, en place, la constitution d'une équipe projet. Donc là, je vous ai mis, des métiers qui sont, on va dire, classiquement, mis à contribution pour un projet de label RSE. Donc les ressources humaines, la qualité, les achats, mais il peut y en avoir d'autres évidemment, en fonction de votre contexte, et aussi d'un sponsor. Donc un sponsor, une personne de la direction, qui va, vous représenter, vous, équipe RSE autour du label, qui va pouvoir, communiquer des mises à jour autour de ce projet-là, en COMEX, en CODIR et cetera. C'est vraiment hyper important d'avoir ce lien pour, respecter les délais, avoir les bonnes informations, avoir du temps nécessaire pour travailler sur le label. Parce qu'encore une fois, c'est pas un truc qu'on fait quand on a 5 minutes, on répond à une question, puis on passe à autre chose. C'est vraiment quand même assez exigeant. Donc il faut bien faire,
je dirais valider ça, ouais, avec la direction pour avoir une équipe de qualité qui puisse collaborer ensemble sur ce projet. Ensuite, l'idée, bah, évidemment, c'est de prendre connaissance du questionnaire, revoir un petit peu tout le cahier des charges, toutes les exigences, toutes les questions qui vont être demandées, et puis bah, cibler potentiellement vos manques. Par exemple, en lisant les questions, vous allez vous dire, OK, sur le pilier social, je pense que je suis pas mal. On a avec les ressources humaines plein de documents qui sont déjà mis en place sur la formation des collaborateurs, sur la diversité, sur l'égalité, sur plein de choses. On est plutôt bien. Par contre, waouh, quand je vois les questions sur l'environnement, je réalise qu'on n'a vraiment pas fait grand-chose. Peut-être que c'est là l'occasion déjà tout de suite de prioriser votre action et de vous dire avec les autres parties prenantes, bah là, on sait qu'on a une faiblesse, donc pourquoi pas essayer de structurer des choses dès maintenant, de mettre en place des sensibilisations, essayer quand même de récupérer quelques indicateurs de consommation d'énergie, de quantité de déchets, ce genre de choses, pour quand même avoir des choses à présenter au moment de l'audit, même si votre pilier environnement, il sera pas parfait 3 mois après, on est d'accord, mais au moins vous avez ciblé que ça, c'était votre faiblesse et que vous pouvez le travailler au maximum avant de rendre votre questionnaire. Et du coup, c'est un peu en lien avec le dernier point, c'est bah, en fait arriver à prioriser les questions qui ont quand même le plus de sens pour votre entreprise et celles aussi qui rapportent le plus de points. La RSE, ça n'empêche pas le pragmatisme, même je dirais c'est même l'inverse. Il faut être pragmatique et se dire qu'on ne pourra pas répondre à un super niveau à toutes les questions dès la première fois. On ne peut pas être voilà, avoir un super score au label RSE dès notre premier essai. Donc vraiment essayer de se dire qu'est-ce qui, pour moi, pour mon entreprise, ma marque, a le plus de sens, qu'est-ce que je dois travailler en priorité, et puis aussi qu'est-ce qui va, on va dire, faciliter le fait que je vais obtenir le label ou pas. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous parlais du label Agence Active pour les agences de communication. Il y a une des dernières questions du pilier environnemental, c'est sur la gestion de l'eau. A priori, si je suis une agence de communication, ma gestion de l'eau, c'est pas forcément ma priorité absolue. Je vais pas avoir un impact énorme sur l'eau. Je suis pas un industriel. Donc, et puis, en fait, dans le label, vous voyez bien qu'en termes de niveau de maturité, on vous pose pas énormément de questions, on vous propose pas énormément de choses. Donc, en fait, vous pouvez peut-être grappiller quelques points, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, cette question autour de l'eau, si je suis une agence de communication, voilà, il faut pas que j'y passe trop de temps. C'est pas du tout ma priorité. Il faut que je sois pragmatique et que je m'intéresse, ben, en particulier aux questions sur comment j'ai pu intégrer la RSE dans mes métiers print, web ou que sais-je. Mes sujets autour de la formation de mes collaborateurs sur, je sais pas, l'IA par exemple, ou la sensibilisation au climat, plein de choses comme ça. Mais voilà, ces petites questions un peu annexes, c'est OK si vous arrivez à la cocher, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de plus important. Et du coup, dernière slide, bah, ensuite, comment je prépare l'audit? Une fois que j'ai répondu à mon questionnaire, que l'audit est prévu, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça se passe bien ou pas? Le mot-clé à retenir là-dessus, c'est formaliser. Il faut vraiment vous dire que au plus vous allez avoir d'éléments tangibles, des politiques, des procédures, des preuves que vous avez mis en place telle ou telle action, de la communication interne, des photos, des process, des indicateurs, des tableaux de suivi. Bref, au plus vous avez d'éléments, au mieux ce sera, puisque vous allez pouvoir prouver de façon la plus facile possible que vous avez mis en place quelque chose. Si on vous dit, bah, qu'est-ce que vous avez mis en place sur les achats responsables? Ah oui, non, mais nous, on a une super relation avec nos fournisseurs. Oui, mais d'accord, mais prouvez-le en fait. Qu'est-ce qui montre que vous avez des super partenariats avec vos fournisseurs, que vous respectez vos délais de paiement, que vous avez une discussion RSE autour des enjeux RSE avec vos fournisseurs, etc., etc. Donc, il faut vraiment avoir le plus de preuves possible. Du coup, ça fait le lien avec le deuxième point, c'est essayer le plus possible de vous mettre à la place de l'auditeur. L'auditeur, lui, il va essayer d'être le plus objectif possible, de récupérer vos éléments, de vous poser des questions, essayer de lui faciliter le plus possible la vie. Lui, il va vouloir en fait évaluer tout simplement votre maturité RSE, essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour lui montrer que en fait votre niveau il est tout à fait satisfaisant et que bah, voilà, vous entre guillemets vous méritez le label, mais il faut que ça soit le plus simple possible pour lui. S'il doit trop chercher, trop poser de questions, trop gratter, trop lire, trop machin, ça montre que peut-être quelque part vous l'avez pas assez bien formalisé, pas assez bien communiqué. Donc en vous mettant à sa place, vous allez forcément prendre des bons réflexes pour que tout ça soit plus évident à constater. Et puis un dernier point pour vous enlever quand même un petit peu de pression, ne pas vouloir tout solutionner d'un coup.
essayez de rester dans une posture d'humilité, de vous dire: «OK, je vais peut-être pas pouvoir, avoir le meilleur score possible, à mon label. Je vais peut-être pas pouvoir débloquer, ce sujet typiquement, d'achat responsable avec mes fournisseurs». Ben, voilà, on est en train de travailler dessus avec le département achat, mais c'est pas là, comme ça, en 3 4 mois qu'on va trouver toutes les solutions ou avoir plein d'indicateurs à présenter. C'est pas grave. Essayez évidemment de faire votre maximum, mais vous pourrez pas tout obtenir tout de suite. Je le répète, la RSE, c'est du temps long. On ne peut pas tout solutionner d'un coup. C'est de l'amélioration continue. Donc, au moins, ce premier test d'un label, ça peut vous permettre de déterminer, OK, là-dessus, je sais que je suis plutôt à jour, je suis plutôt mature, avancé, j'ai déjà pas mal de documents. Bah, en fait, j'ai constaté que ce sujet-là, beaucoup moins. Donc, ça va être ma priorité de mon année 2. Quand je vais me faire réauditer sur mon label dans 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, je vais faire mon maximum pour faire progresser cet enjeu-là parce que je suis en train de me rendre compte que là, bah, malheureusement, je ne peux pas tout solutionner. Donc, vraiment, essayez de vous enlever de la pression pour vous dire, on ne peut pas être parfait d'un coup sur tous les sujets. La RSE, c'est hyper vaste, hyper large. On ne peut pas être parfait sur tous les enjeux, mais voilà, essayez de vous dire, ben, dans un premier temps, je vais être pragmatique, je me concentre là-dessus. Et puis, une fois que j'ai passé mon premier label, bah, peut-être que j'en ferai cette faiblesse une priorité pour qu'au prochain audit, bah, ça se passe bien. Voilà, j'espère que je suis pas allé trop vite sur tous ces sujets. Moi, j'en ai fini en tout cas. Donc, je vois qu'il nous reste un petit quart d'heure si on a Parfait. des questions. C'est parfait. Un grand merci Thibaut. C'était à la fois très Avec complet, plaisir. très didactique, vraiment super intéressant. On en a appris plein de choses. Je commence un petit peu dans l'ordre parce qu'il y a eu pas mal de questions effectivement de la part de l'audience. Donc c'est parti. La première question, c'est est-ce que les organismes qui accordent des labels se rendent dans les entreprises souhaitant obtenir le label afin de vérifier si en effet ces entreprises sont vraiment engagées dans la RSE? Donc ça, je te laisse répondre, mais en réalité, ça dépend beaucoup d'un label à l'autre en fonction de son sérieux. Exactement. Exactement. Ouais. Dans la plupart des cas, oui. Donc effectivement, il y a un audit qui est mené par leurs équipes, qui peut être plus ou moins intense. Et puis ça dépend aussi un petit peu de la taille de l'entreprise parfois. Typiquement, Picor, par exemple, ne fait pas forcément la même ampleur de label si vous êtes une entreprise de 100 collaborateurs que si vous êtes un groupe de 3000 personnes. Donc, ça dépend aussi un peu de ça. Mais oui, dans la plupart des cas, il y a un audit physique sur place avec une rencontre des équipes et des questions qui sont posées, en plus de l'audit documentaire. C'est pas le cas du coup d'Ecovadis, mais c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas vraiment un label, c'est plutôt un Ouais. outil d'évaluation, parce qu'il n'y a pas cet aspect audit réel, entre guillemets. Super clair, merci beaucoup. Effectivement, mais la plupart des labels que tu as cités sont plutôt robustes et sérieux. Donc, en règle générale, il y a cette phase un petit peu d'audit. Mm. Question de Shirley. Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est plus marqué? Alors là, on n'a plus le contexte sur la question. Est-ce qu'une fois le label obtenu, il existe une durée de cette labellisation? Ça, pour le coup, tu peux y répondre. Ça va encore une fois Oui, dépendre. oui, oui, bien sûr, ça, alors, ça dépend à chaque fois du label, mais effectivement, votre label, il peut être valable pour 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, etc. Et en fait, une fois que ce temps-là est terminé, vous avez un audit de réévaluation. Ouais, Typiquement sur un ISO, par exemple, vous avez des audits de renouvellement, des audits de suivi, etc. Donc ça dépend un petit peu du contexte, de où vous en êtes dans votre parcours et du label, ou de la norme choisie. Mais oui, évidemment, tout a une durée de validité. Un label n'est pas obtenu une fois et puis après, pour toute la vie, on est tranquille. Il y a forcément un nouveau challenge de relabellisation qui se passe à un moment ou à un autre, mais ça dépend effectivement du référentiel. alors, Noémie demande, est-ce que tu peux préciser la différence de prix entre Ecovadis et Bicorp? Elle est très très importante. En fait, pour toutes les raisons que j'ai citées, c'est-à-dire que EcoVadis, c'est un outil qui est tout prêt, en ligne, il n'y a pas d'audit sur site, c'est que de l'envoi de documents sur un questionnaire qui est déjà prêt. Il y a juste une repasse, un petit peu une relecture de l'audit de l'équipe d'évaluation qui regarde vos documents et qui vous score. Mais c'est relativement, on va dire, simple, pratique et rapide dans une certaine mesure, puisque si vous êtes une petite entreprise, vous avez très peu de questions. Si vous êtes une plus grande, vous en avez un peu plus. Mais on ne parle pas de centaines et de centaines de questions. Bicorp, c'est vraiment ça. Il y a, je crois, 350 questions sur plein d'enjeux. C'est assez poussé. C'est pas trop une logique d'amélioration continue. C'est vraiment où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'écart des salaires, on ne va pas vous demander uniquement c'est quoi votre politique ou votre stratégie pour réduire les écarts de salaire ou je ne sais quoi. C'est vraiment donnez-nous, chiffrez-nous vraiment
le ratio, l'écart de salaire entre les 10 personnes les mieux payées et les 10 personnes les moins bien payées. Bon, bah, si vous êtes au-dessus d'un certain seuil, bah, du coup, vous êtes trop élevé, vous n'aurez pas de points, parce que vous n'êtes pas assez égalitaire. Si vous êtes en dessous, vous aurez des points. Et du coup, il y a tout un travail de revue statistique de leur part. Ils relisent tous vos documents, ils viennent sur site. Donc voilà, l'écart de prix se justifie par ça. Euh, et du coup, là aussi, je peux pas donner de chiffres détaillés parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise qui passe le label. Ouais. EcoVadis, je crois que pour les petites structures, euh, je crois qu'on est autour des 1000 et quelques euros à l'année. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais pour le format XS, donc si vous êtes une petite entreprise, c'est relativement accessible. Bicorp, même si vous êtes une petite structure, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, ça chiffre beaucoup plus en termes d'investissement financier, même de temps, Bicorp que EcoVadis, ça c'est évident. Très, très clair. On a encore 9 minutes et il y a quelques questions auxquelles je pense que tu pourras éclairer les participants. Donc, Shirley recontextualisait un peu sa question en disant que tu avais mentionné le fait qu'il y avait une progression vers l'obtention des labels, que de plus en plus d'entreprises se penchaient sur la question. Et donc, Shirley demandait est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus moteurs que d'autres en matière de labels? C'est une bonne question. J'avoue que je saurais pas dire exactement. Je pourrais vous dire que les premiers on va dire secteurs d'activité qui se sont lancés, mais du coup ça date déjà d'il y a un petit moment. En fait, c'est deux catégories d'entreprises. C'est les secteurs plutôt à risque. Donc typiquement, le secteur de la chimie s'est mis Ouais. assez tôt sur ces enjeux d'environnement de RSE, un petit peu parce qu'ils avaient pas le choix, si on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait, ils ont besoin de rassurer leurs parties prenantes, leurs clients, le groupe public, les autorités publiques, etc., sur on maîtrise. Donc, ils sont depuis assez longtemps travaillés, notamment bah, sur des référentiels comme ISO 14001, mais il y en a plein d'autres, notamment parce qu'il y a aussi des directives européennes là-dessus. Donc, les secteurs un peu à risque qui ont voulu utiliser la RSE un peu comme justement un outil de gestion des risques. Et l'autre catégorie qui s'est mis assez tôt sur ces sujets, au contraire, c'est plutôt les entreprises on va dire exemplaire. Je citais le secteur de l'agroalimentaire bio. Voilà, typiquement, moi j'ai travaillé pour des entreprises comme Bjorg, La Vie Claire. Ça fait des années et des années et des années qu'ils ont réfléchi à des meilleures pratiques agricoles, au local, au bio, à la nutrition, à plein de choses comme ça. C'est pas un truc qui est arrivé là comme ça il y a quelques années. Ils ont voulu surfer sur la tendance. Donc voilà, ces deux catégories sont mis assez tôt à la RSE. Là, quels secteurs sont moteurs en ce moment? C'est une bonne question. J'ai l'impression que tout le monde se transforme quand même un petit peu. J'ai l'impression qu'avant, effectivement, on pouvait se dire que ça restait limité à en tout cas certaines tailles d'entreprise, donc plutôt les grandes et parfois un peu les moyennes. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui se pose un peu des questions, même les très petites structures. Il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné un client, ils sont trois salariés. On a travaillé sur EcoVadis parce que c'était pertinent pour eux. Voilà, ils n'ont pas attendu qu'il y ait une réglementation qui leur tombe dessus. Ils ont voulu travailler le sujet. Donc tout le monde s'en empare. Je pense que c'est pas forcément sur les mêmes aspects, que ce soit en industrie ou dans le tertiaire, mais j'ai l'impression que tout le monde est un peu moteur maintenant. Super, merci beaucoup. Effectivement, je pense que les secteurs un petit peu à risque, comme les secteurs aussi très exposés auprès du consommateur final, comme dans Exactement. l'agroalimentaire, sont très souvent des secteurs assez généreux en label. Une question d'Alice, peut-on se faire accompagner de manière humaine ou en ligne pour se préparer, se structurer pour obtenir un label Bicorp ou Lucie, par exemple? Ah oui, bien sûr. Bah, du coup, c'est mon métier, par exemple. Voilà. Mais oui, il y a plein de personnes qui n'ont pas un rôle d'audit, donc qui sont pas là pour venir vous évaluer sur le label en question, mais qui vont vous accompagner, et vous aider à structurer votre démarche pour, on va dire, maximiser vos chances de l'obtenir et puis peut-être vous faire gagner du temps, vous faire travailler justement, vous aider à prioriser un peu tout ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, clairement, bah, moi, c'est ce que je fais, j'aide des entreprises à avancer sur leur label, bah, notamment ceux que j'ai présentés aujourd'hui. Donc oui, oui, on est plusieurs à travailler là-dessus, carrément. Merci beaucoup. Virginie demande où est-ce qu'on peut trouver les labels par secteur. Moi, en ce qui me concerne, je vous recommande d'aller voir ce que fait Impact France qui a publié une cartographie de tous Mm, les labels généralistes et sectoriels qui est plutôt bien faite. Donc, je vous invite mm. à aller regarder. Je ne sais pas si Thibaut, tu as d'autres sources à partager. Bah oui, tu me fais penser, donc il y a Impact France effectivement, et puis il y a Impact at Work aussi, qui est une Oui, communauté de vendredi sur la RSE, et je crois qu'ils ont pas mal d'outils aussi pour faciliter l'appropriation de la RSE, et il y a peut-être il me semble qu'ils avaient fait une époque qu'ils avaient travaillé sur c'est pas forcément par secteur d'activité, mais en tout cas ils avaient travaillé sur
une cartographie un peu de labels, donc il faudrait la retrouver, mais je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui ont travaillé là-dessus. Ouais. Super. Alors, je vois qu'on arrive au bout du temps et donc on va conclure ici. Mais en tout cas, à nouveau, un énorme merci, Thibaut, pour ce webinaire. Avec Évidemment, plaisir. on le partagera pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu y participer. Un petit mot de la fin, Thibaut? Et ben, voilà, si j'ai été trop rapide ou que si vous avez encore plein de questions sur les labels ou si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me contacter. Comme tu l'as dit, Christophe, un peu en intro tout à l'heure, c'est un sujet qui est assez, parfois un peu fouillis. Euh, on- Parfois, on a besoin d'un coup de main pour y voir plus clair, donc surtout, il ne faut pas hésiter. Je vous souhaite un bon courage à tous et à toutes si jamais vous travaillez sur ces enjeux en ce moment. Et puis, bah, encore une fois, merci Christophe et Indigo, et au plaisir de se reparler bientôt. Merci à toi. Très belle journée à toutes et à tous et à la prochaine. Merci à tout le monde.